L'informatique quantique est la prochaine révolution annoncée. Que va-t-elle changer au quotidien pour les millions d'usagers que nous sommes? Va-t-elle redistribuer les cartes parmi les géants de la tech? Va-t-elle permettre aux intelligences artificielles de passer à un niveau supérieur, comparable à un cerveau humain? Faut-il en avoir peur? Débat. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous invite à visiter notre site internet www.onrefaitlemacom. Non seulement vous retrouvez nos 332, voire bientôt 333 émissions, mais désormais des news sur l'actualité d'Apple et de la tech en général. À mes côtés en plateau, pour commenter, pour un spécialiste de l'intelligence artificielle, quand je raconte, de l'informatique quantique. Oui. Il sillonne les routes de France et de Navarre pour évangéliser les foules sur les enjeux de l'informatique quantique. Olivier Ezrati, bonjour Olivier. Salut. Alors l'informatique quantique, Olivier, c'est ta grande passion. C'est une de mes passions, j'en ai plusieurs. Hein. Alors, on lit, C'est la plus récente, on va dire. C'est Ouais. la plus récente. Il y a la photo, Ouais. il y en a plein. Il y a l'IA aussi. L'astronomie. Et puis L'astronomie. la gastronomie, La gastronomie, bien de sûr. temps en temps. Et le bon vin, ça tombe bien, Voilà. on nous a Et apporté. les topinambours. Et les topinambours. En plateau également celle qui a parlé alors qu'elle n'avait pas le droit. Elle a su imposer sa voix de femme au sein du monde obscur des qubits, les quantum bits. Tu vas nous expliquer ce que c'est. L'unité de mesure des ordinateurs quantiques, hein, c'est ça? Fanny Bouton de fannysparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Ça va? Bah écoute, ça va. Alors que toi aussi, tu t'es pris de passion pour l'informatique quantique. Bah écoute, en fait, avec Olivier, il y a 1 an et demi, on s'est dit que ce serait intéressant. C'était un sujet qui nous intéressait tous les deux. Donc on a décidé de faire une enquête ensemble. Et donc, vous menez un peu une mission d'évangélisation autour de ces sujets majeurs. Et on va essayer de vous expliquer dans cette émission pourquoi il est très important de développer et de comprendre les enjeux autour de l'informatique quantique. En duplex, notre consultant en stratégie numérique, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour Fanny, bonjour Olivier, bonjour à tous. Oui, il y a beaucoup d'Olivier. Tu vas bien? L'informatique quantique, c'est ta grande passion à toi aussi. Hein? J'aime beaucoup. Bien, hein? J'aime beaucoup et surtout j'aime beaucoup entendre Olivier et Fanny Ensemble. en parler. Ouais, vous allez voir, c'est passionnant. Allez, avant de s'immerger dans l'informatique quantique, on commence avec toi. Fanny et le sondage de la semaine. On va parler des déboires de Samsung et de son Galaxy Fold. Fanny, quel était le sondage cette semaine posé sur le compte Twitter d'On refait le Mac? Alors, on vous avait posé la question, que pensez-vous du report de la sortie du Galaxy Fold? Et c'est là où ça a été intéressant. C'est 10%, c'est le prix pour être le premier. 34%, ils sont allés trop vite. 49%, la techno n'est pas au point. Et puis 7%, c'est trop injuste. Rappel des faits, effectivement, 3 ans après les explosions de batterie du Galaxy Note 7, Samsung reporte la sortie cette fois de son Galaxy Fold, ce fameux smartphone à écran pliable à $2000 qui devait sortir le 26 avril. Un certain nombre d'utilisateurs américains, notamment des journalistes et des youtubeurs, à qui la marque avait fourni l'appareil en test en avant-première, avaient rapporté des soucis avec le smartphone. Hein. L'écran avait tendance à clignoter, voire il devenait complètement noir si on enlevait notamment la couche de protection de l'appareil à poser sur l'écran, ce qui n'était pas forcément conseillé par le constructeur. Bref, qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs, dames? On va peut-être commencer avec Stéphane. Stéphane. Olivier, dans le sondage, moi j'ai répondu injuste, parce qu'en fait, sur les cas qui ont été décelés, qui ont été pointés, il y en a 5 en fait qui ont, aux États-Unis, qui ont posé problème. 3 qui sont des testeurs qui ont vraiment déconné et qui ont pris le Fold pour je sais pas, ils voulaient jouer avec et montrer que la techno, et il y avait 2 vrais problèmes. Dans le reste du monde, il n'y en a pas eu. Ouais. Ça paraît bizarre quand même. En fait, je pense que le vrai problème de ce téléphone-là, c'est le prix déjà. Et comme vendre un téléphone à plus de 2000 balles, c'est plus cher que le plus cher des ordinateurs portables, il faudra vraiment qu'il y ait une justification, qu'il y ait vraiment un usage, que ça ne va pas arriver tout de suite. Ouais. Ils ont voulu jouer les premiers, etc. Donc le fait qu'il y ait des petits malins qui ont quelques followers, en plus les tests n'ont même pas été publiés pour justifier un peu leur utilisation. Donc voilà, il faut pondérer un petit peu ça. Samsung, raisonnablement ou pas, Ils ont a tapé fort, répondu Samsung. à un décalage de quelques semaines, et voilà. Mais pour moi, entre guillemets, c'est c'est le problème, c'est l'ensemble, c'est toute cette techno, à quoi ça va servir. Voilà. Je sais que les enfants, les ados, ils aiment ça. C'est pas des appareils qu'on filera à des enfants. Hein.
Oui, c'est vrai on peut se poser la question s'il n'y a pas, entre guillemets, un bad buzz qui est orchestré aux États-Unis aujourd'hui, mais il y a quand même des cas qui ont été reportés, notamment chez CNBC, où il n'y a pas eu du tout, il y a problème d'écran alors là où le journaliste n'a pas enlevé la couche de protection. Une journaliste de The Verge qui a détecté des bosses qui se formaient sur l'écran alors qu'il n'a pas forcément malmené. Donc il y a quand même baleine sous gravillon, si j'ose m'exprimer ainsi, Alors, Fanny. baleine sous gravillon, ça dépend. Les journalistes français, moi j'en ai vu quelques-uns, hein, on a pas mal discuté, ceux qui l'avaient eu. On a en première, parce que pas mal de journalistes français l'ont eu aussi. Voilà, il y en a plusieurs qui l'ont eu. Et il faut savoir que, il a bien été dit, en tout cas aux journalistes français, que la fameuse soi-disant surcouche n'est pas une couche de protection, mais bien une couche qui doit rester sur l'écran, qui fait partie de l'écran. C'est comme si j'enlevais la couche... Elle dépasse tellement peu qu'en plus, il faudra en vouloir. Mais surtout que c'est expliqué dans le mode d'emploi que ça fait partie du téléphone et que ça n'avait pas à être enlevé. Donc déjà, voilà. Et ils disent franchement, pour le voir et avoir envie de l'enlever, c'est vraiment, fallait chercher des poux à la machine. Apparemment, ça a bien marché. Voilà, mais bon, c'est que deux... Il y a 3 journalistes, en fait, qui ont remonté des problèmes, a priori, là-dessus. Et l'autre truc, c'est, en effet, ils savaient que c'était des préversions, que c'est pas... Voilà. Donc, il y a un peu une espèce de mise en scène. Version 26 avril, non, c'est la version finale. Ouais, mais bon, ils les ont eu largement avant. Olivier, qu'est-ce que ça t'inspire en tant qu'observateur attentif des technos ? Moi, j'ai regardé tous ces smartphones pliants là, qui ont été lancés à Barcelone. Oui, ils étaient sous cloche à Barcelone, ce qui était déjà un signe assez avant-coureur. Je me souviens que Fanny, tu m'avais dit, tiens, c'est bizarre qu'il n'ait pas déjà... pas mal distribué. Et celui de Samsung, il m'enchante pas trop parce que je trouve qu'il est un peu bulky, il est un peu lourd. Il y a un écran à l'intérieur, il y a un écran à l'extérieur. 2 ordinateurs, c'est 2 téléphones en un en fait. Ouais, mais surtout, il est pas bien foutu, je trouve. Et le seul avantage qu'il a, c'est comme il se plie vers l'intérieur, on peut utiliser la moitié de l'écran pliable comme un clavier virtuel sur l'autre moitié. Et puis il y a le Huawei qui n'est pas encore testé, parce que celui-là n'est pas encore sorti. Non, mais alors on a pu l'avoir en main après à Paris. Et celui-là, il a l'air de fonctionner aussi, mais il y aura peut-être des problèmes équivalents avec celui de Huawei, on verra bien. Le boîteau que j'ai eu, moi, il ne fermait pas complètement. Ils m'ont dit oui, non, mais ça va être réglé. Voilà. Alors, après, c'est vrai que l'écran était plus solide. Il n'y a pas de solution miraculeuse. Moi, je me suis intéressé au niveau du pliage, parce que soit il se plie à l'intérieur, soit il se plie à l'extérieur. Là, le choix de Samsung, c'est à l'intérieur. Alors que Huawei, c'est l'inverse. Voilà. Donc, quand tu plies à l'intérieur, tu es obligé de mettre un deuxième écran à l'extérieur, ce qui alourdit le truc, ça le rend plus compliqué. Puis il est petit, l'écran qui est à l'extérieur sur Samsung, c'est pas très bien foutu. Puis même quand tu l'ouvres, l'écran n'est pas carré parce qu'il y a un bout pour la partie caméra. Ça nous rappelle un autre téléphone. Voilà. Et Huawei, eux, ils ont choisi de le plier dans l'autre sens, ce qui pose un problème pour l'histoire du clavier virtuel. Par contre, ça évite de mettre un deuxième écran. Ouais. Et c'est un peu plus élégant. Bon, on verra à l'usage, mais il faudra qu'il y ait des milliers de gens qui l'utilisent pour qu'on voit si l'un est supérieur à l'autre. Mais pour l'instant, on n'a pas de recul. Alors, est-ce que vous comprenez la réaction de Samsung qui fait machine arrière, qui non seulement reporte, principe de précaution, la sortie du Galaxy Fold, et en plus demande à tous les journalistes qu'il avait reçus de renvoyer leur exemplaire. Ça paraît normal. Il y a un problème. C'est vrai qu'on ne devrait pas arriver à ce genre de choses avec les produits. Après, tous les smartphones passent sous des camions, sont jetés d'immeubles, etc. Là, c'est pas le cas. C'est pas sorti. Non, mais c'est vrai on n'a pas trop le fin mot de l'histoire quand même. Ça paraît un peu chercher des poux à Samsung. Après, il y a des erreurs, ça c'est sûr. Et c'était cette course à l'échalote de vouloir toujours être le premier et un peu dommage. Alors, est-ce que Samsung n'a pas voulu accélérer un peu trop vite ? Encore une fois, messieurs, dames, en tant qu'observateur attentif du marché de la tech et des smartphones en particulier, n'a pas voulu accélérer un peu trop vite pour se différencier des constructeurs chinois, notamment Huawei, qui investit en force sur le marché des smartphones premium sur Android. Puis non, la marque coréenne a voulu vraiment se différencier, parce qu'on voit bien qu'à modèle égal, il y a un écart de prix et que Huawei a fait beaucoup de mal à Samsung ces derniers mois. Et il voulait absolument se différencier par une valeur ajoutée produit, et c'était le téléphone pliable, l'écran pliable. Et apparemment, ça a été peut-être une petite précipitation. En même temps, d'un point de vue du marché de volume, c'est le S10 qui va se vendre de plus. Oui, mais quand même. Ça qui se vend moyen d'ailleurs. Il ne se vend pas bien d'ailleurs. Il est clair, quoi, le S10 ouais. Bon, oui, ça montre qu'en tout cas, ils veulent différencier, montrer qu'ils innovent, contrairement à d'autres marques, et que c'est un très mauvais signal qui est envoyé aujourd'hui. Ouais, non, mais ils sont pressés parce qu'en effet, Huawei leur mange des marges, qu'on a des marques comme il y a Honor qui est aussi commence à avancer de plus en plus, y compris sur des produits haut de gamme. Qui est une filiale de Huawei. Voilà, il paraît que ça s'est un peu séparé, mais bon, ça reste de la même famille. Et puis, on voit sur l'Europe et en particulier sur la France, il y a l'arrivée de Xiaomi qui est en train d'ouvrir des flagships dans tout Paris. Qui casse les prix surtout. Huawei fait des téléphones premium mais à un prix quand même assez élevé, mais
nettement inférieur à ceux le Mi 9, d'Apple. quand on n'a pas trop les moyens et qu'on veut un téléphone intermédiaire, mine de rien, voilà. Et le S10, c'est un magnifique produit, par exemple. Oui, très réussi. Mais les prix font que maintenant, comme on change tous les 2 ans, on se dit pourquoi avoir autant de techno alors que ça fait déjà bien le boulot avec 2 gammes en dessous. Donc, et c'est là où sont les autres et où ça se vend. Stéphane, qu'est-ce que ça t'inspire par rapport justement aux constructeurs chinois? Est-ce que Samsung n'a pas été trop vite? Est-ce que ce n'est pas un signe quelque part de... je ne dirais pas de panique, mais d'une relative inquiétude et qui cherchent des relais de croissance, des moyens de se différencier à tout prix et voilà, et ils ont été peut-être un peu trop vite. Je suis jamais été convaincu des relais de croissance avec des modèles dont les prix sont exagérés. Ça aurait pu être, si ça avait été un 3410, l'équivalent d'un 3410 de Nokia qui pouvait être manufacturé en quelques secondes et vendu quelques dizaines d'euros avec une marge maxi, vendu en centaines de millions d'exemplaires, là tu as des relais de croissance, là tu vas en vendre combien à $2000? C'est pas un relais de croissance, c'est plutôt de l'image. Et l'image, c'est je suis le plus innovant de tous les gros constructeurs dans le top 5. Et donc, c'est un peu ça. C'est celui qui avancera sur une techno ou sur une innovation et on verra comment les autres prennent. Il se trouve que c'est difficile de garder un secret, de dire voilà qu'un projet chez Samsung de téléphone pliable, tout le monde s'est mis dedans. Les seuls où on ne sait pas s'ils sont vraiment mis dedans, c'est Apple. Mais bon, j'espère pas qu'ils vont avoir l'idée de mettre deux iPhones l'un sur l'autre parce que ça tuerait l'iPad définitivement. Voilà, mais pour moi, c'est un gros iPad pliant aussi. C'est un peu ça, les rumeurs. C'est plus sur un iPad pliant, d'ailleurs. Mais bon, passons. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aucun constructeur n'a profité et n'a pris la balle au rebond en disant « Ah, vous avez vu Samsung ?» Comme c'est parfois le cas dans l'industrie, comment vous expliquez que tout le monde reste très prudent? C'est comme à l'époque de du Batterygate. C'est ce genre de problème qui, en fait, comme ils sont dans cette course, ils n'ont pas le temps de tester comme il faudrait tout bien, ça peut tous leur arriver. Donc, taper sur l'autre alors que ça peut t'arriver, c'est très dangereux. Donc, ils ne le font pas de cette façon-là parce que, voilà. On l'avait déjà vu lorsqu'ils avaient eu des problèmes de batterie avec le Galaxy Note. Exactement, on avait vu aucun constructeur n'avait tapé sur Samsung parce que ça pouvait tous leur arriver. Alors, est-ce que c'est vraiment si catastrophique cette mésaventure de Samsung? On a vu que finalement, les débords du Galaxy Note ont été vite oubliés par les consommateurs. Moi, je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau. D'abord, le marché est inexistant pour l'instant, il est en train de démarrer. Quand on parlait du Note, le Note s'était vendu en millions d'exemplaires. Donc c'est pour ça que ça avait généré un vrai problème économique. Là, pour l'instant, on en est au démarrage d'un produit, d'une catégorie nouvelle qui est encore en phase de test sur le marché. On n'est même pas sûr que les clients vont apprécier ce genre de format et surtout le prix qui va avec. Donc, attendons gentiment que ça se calme et on verra ce que fera Huawei et les autres avec ce genre de format. Et dans un an, dans 6 mois ou dans un an, on verra comment ce marché évolue. On verra si effectivement cette nouvelle catégorie de smartphones prend ou pas sur le marché. Moi, je suis un peu dubitatif. Moi, ça me rappelle, il y a 5-6 ans, les Samsung qui comptaient un projecteur vidéo. Ouais, c'était génial à l'époque. Ouais. Bon, sauf que ça s'est arrêté, ça ne s'est pas vendu. La batterie était... c'était lourd. C'était lourd, ça marchait pas très bien. L'image est dégueulasse. La batterie était épuisée rapidement. Voilà, donc de temps en temps, il y a des tests qui sont faits, qui aboutissent pas. Et on revient au smartphone basique, classique, dont on améliore plutôt d'ailleurs la fonction caméra, qui est ce que chez les gens cherchent pas mal aujourd'hui. Ouais, faire des belles photos et des beaux selfies. Voilà. Avec Huawei ou encore le dernier Samsung Galaxy S10. Et le téléobjectif de l'année Huawei est pas mal sur le télescope X. Voilà, ça c'est sympa. Ouais. Voilà, et on voit bien apparemment que les rumeurs autour d'Apple, les travaux portent plutôt sur la multiplication du nombre de capteurs de caméra audio. On en reparlera la semaine prochaine avec Didier Policani parce qu'il est en vacances cette semaine. Allez, retour donc au sujet principal de cette émission. On va bien sûr parler de l'informatique quantique. Vous allez voir, le quantique, c'est fantastique. Le quantique, c'est fantastique. En préambule, Fanny, Olivier, c'est quoi en clair l'informatique quantique? Comment on pourrait l'expliquer? Je sais que c'est parfois compliqué, mais vous avez trouvé une bonne marotte pour ça. Alors je vous laisse nous expliquer ça. Une marotte, on en a plusieurs. On en a plusieurs. L'ordinateur quantique, c'est un ordinateur, enfin c'est une catégorie d'ordinateur qui va permettre de faire des calculs qu'on ne peut pas aujourd'hui faire avec des ordinateurs classiques, même des supercalculateurs. Ouais.
Et il repose sur un principe assez peu facile à comprendre, c'est le principe de la superposition lié à ces fameux qubits. Alors les qubits, ils ont une caractéristique, c'est qu'effectivement... on va pas trop vite. Le qubit, c'est... Je vais expliquer ce que c'est. C'est l'unité... C'est comme un bit, c'est l'unité de base de stockage d'informations sur laquelle on travaille. Dans un ordinateur classique, tu as les 0 et les 1, les bits. Ouais. Et là, dans un qubit, qui est à base de particules qui sont des électrons, des atomes ou autre chose du même genre, des photons parfois, ils ont une capacité à être dans 2 états en même temps. Donc, c'est la le 0 et le 1, c'est cette fameuse superposition. Et là où c'est pas forcément évident à comprendre, c'est que on met plusieurs qubits les uns à côté des autres dans un ordinateur qui sont eux-mêmes en état de superposition, ce qui fait qu'en fait, on est capable d'avoir un ordinateur qui est capable de gérer en même temps plein de valeurs. Alors, dès qu'on rajoute un qubit, on double le nombre de valeurs qu'on va pouvoir superposer. Donc, si on a par exemple 8 qubits à la queue, on va avoir 2 puissance 8 valeurs qui vont cohabiter dans le système. Donc, et alors, laisse-moi faire une explication, parce que c'est là où ça devient tricky. C'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on superpose toutes ces valeurs-là. Donc, c'est comme si tu avais un ordinateur où tu as toutes les valeurs qui sont là en même temps, de 0 à 2 puissance n. Et dessus, sur ces valeurs-là, tu peux faire des calculs pour faire émerger la solution au problème que tu te poses. Par exemple, pour factoriser un nombre entier en nombre premier. Donc en clair, tu es en train de me dire qu'on va exploser le plafond de verre en matière de puissance, de calcul, de capacité de calcul. Oui, mais pas pour faire n'importe quoi. D'accord. Ça sera que pour certains types d'algorithmes. On les évoquera tout à l'heure. Ça ne permettra de faire tourner plus vite une carte graphique ou n'importe quel logiciel qu'on utilise sur nos PC ou nos serveurs. C'est pour certains traitements spécifiques qui relèvent de problèmes très complexes à gérer, où on a un problème de combinatoire, des problèmes d'optimisation, des problèmes de simulation qui font qu'on n'arrive pas à les traiter avec les ordinateurs. On vous donnera tout à l'heure des exemples très concrets. Voilà, ça résout vraiment un certain type de problèmes et d'algorithmes, mais pas tout ce qu'on peut faire en informatique. Et c'est là où ça va être intéressant, ce qu'on va voir par la suite, c'est que ça ne va pas remplacer l'informatique classique. On va rentrer dans les détails. C'est un complément. Comme un GPU complète un CPU dans une carte graphique complète le processeur principal de son ordinateur. Donc tu disais, l'ordinateur traditionnel, il a besoin de fonctionner un peu étape par étape. L'informatique quantique, elle peut gérer plusieurs choses en même temps. On donne souvent l'image du labyrinthe, c'est ça, pour exprimer ça ? Oui, alors c'est certains chercheurs qui utilisent ça, et en particulier Pascal Senlar du CNRS qui explique ça comme ça. Elle dit, imaginez un ordinateur classique, c'est un peu comme si on vous mettait dans un labyrinthe. Ce que vous faites, c'est que vous allez d'abord aller à droite, à gauche, puis vous allez noter au fur et à mesure votre chemin, et vous allez finir par sortir, et vous vous souviendrez du chemin. Quand vous êtes un ordinateur quantique, que vous êtes à l'intérieur de ce labyrinthe, vous avez en fait le vous quantique, il va prendre tous les chemins en même temps. Donc il va pouvoir faire tous les chemins en même temps, donc il va sortir beaucoup plus rapidement. À chaque bifurcation. À chaque bifurcation, il va pouvoir aller dans toutes les directions en même temps et arriver à la sortie. Le problème, c'est que comme il est allé dans toutes les directions en même temps, il ne peut pas noter par quel chemin il est passé, lequel est le plus rapide. Donc il peut te dire, je suis sorti plus rapidement. Donc tu as le résultat final, mais tu ne peux pas lire ce qui se passe pendant le calcul et tu ne peux pas connaître le chemin. Alors en termes de puissance, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, l'informatique quantique ? J'ai lu en préparant cette mission avec Virgile Perron que d'après Google, l'ordinateur quantique idéal doit développer au moins 100 millions de qubits. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Avec un taux d'erreur inférieur à 0,01%. C'est beaucoup. En fait, aujourd'hui, on en est à une vingtaine à peu près dans les ordinateurs quantiques opérationnels. Il se trouve que la qualité d'un ordinateur quantique ne se mesure pas uniquement au nombre de qubits. On la mesure aussi à leur fiabilité, à leur taux d'erreur, une question qu'on ne se pose pas avec les processeurs traditionnels. C'est-à-dire qu'il y a une marge d'erreur. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait une opération sur l'ordinateur quantique, on modifie l'état des qubits, et il se trouve que les lois de la physique telles qu'elles sont aujourd'hui font qu'on introduit une erreur à chaque étape. Et donc, si on fait 1000 opérations d'affilée avec une erreur par exemple de 0,5%, à la fin, ça fait une très grosse erreur quand on va mesurer le résultat. Et en plus, il y a des erreurs dans la mesure. Donc, la raison pour laquelle Google parle de millions de qubits, c'est qu'aujourd'hui, comme on a un taux d'erreur qui est pas de zéro, eh bien, on est obligé d'avoir un grand nombre de qubits pour tenir compte de ce nombre d'erreurs. Et c'est lié à une technique particulière que Google propose d'utiliser, mais ils ne sont pas les seuls, qu'on appelle les codes de correction d'erreurs. Pour corriger ces erreurs-là, on crée ce qu'on appelle des qubits logiques, qui sont en fait des séries de qubits physiques qu'on assemble entre eux, dans lesquels on fait tourner un algorithme qui permet de réduire le taux d'erreur. Et donc, au lieu de dire j'ai besoin de 10 000 ou 100 000 qubits, en fait, on est obligé d'avoir 1000 à 10 000 qubits de plus pour la correction pour corriger les erreurs. Donc c'est pour ça qu'ils parlent de 100 millions. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que beaucoup dans la communication, vous verrez des marques, souvent, ils disent, c'était l'année dernière au mois de juin, Intel avait annoncé, on a mis 2500 qubits dans la taille d'un cheveu.
Ouais, mais 2500 qubits, s'ils ne sont pas intriqués et si ce n'est pas des qubits logiques, ce n'est pas intéressant. Ça pourrait être qu'un seul qubit logique, en fait, 2500 qubits. Donc, ça va dépendre de la techno qu'on va utiliser. Alors, en tout cas, tu parlais de marques qui communiquaient autour de l'informatique quantique. Une marque a beaucoup communiqué, enfin beaucoup. Une en particulier, c'est Google, qui aurait conçu, je parle au conditionnel, la puce la plus puissante, qui s'appelle Bristol Cone, c'est ça, qui fait 72 qubits avec un taux d'erreur de 0,5 à 1%, donc ça ne semble pas beaucoup. C'est de la com ou c'est vrai cette histoire? Google, c'est vrai, en même temps, c'est en partie de la com, parce que Google est moins avancé en pratique que IBM. IBM a non seulement annoncé des ordinateurs quantiques qui font entre 20 et 50 qubits, mais ils fonctionnent. Il y en a quelques-uns qui sont disponibles dans le cloud et qu'on peut déjà utiliser aujourd'hui. Alors que Google fait des annonce des taux d'erreur, mais ne rend pas son ordinateur disponible et auditable par des développeurs. Donc en fait, IBM est beaucoup plus avancé que Google de ce point de vue-là. Et on ne peut pas vraiment donc vérifier ce que les dires de Google du coup? Si, on peut le vérifier dans des publications scientifiques qui ne sont pas forcément abordables à tout le monde. Mais en gros, aujourd'hui, IBM, même s'ils ne font rien d'extraordinaire dans cette catégorie d'ordinateurs quantiques, est légèrement en avance sur Google. Alors, pour vraiment essayer d'exprimer, de comprendre, de mettre en lumière ce que le gain de puissance que pourrait représenter en termes de puissance de calcul un ordinateur quantique par rapport à un ordinateur traditionnel, j'ai trouvé une citation d'Hartmut Neven, qui est justement du laboratoire Google Quantum en matière d'intelligence artificielle à l'AILab, du côté de chez Google. Voilà ce qu'il déclare: ce qu'une machine D-Wave fait en 1 seconde prendrait 10 000 ans à un ordinateur conventionnel. Oui, c'est lié au fait que plus on ajoute des qubits dans un ordinateur quantique, plus on multiplie sa puissance, mais de manière exponentielle. Donc, alors que la loi de Moore, elle est exponentielle, mais elle est extrêmement lente. On fait progresser la puissance de calcul très lentement, puis on n'est pas loin du plafond. Donc l'ordinateur quantique, plus on va rajouter de qubits qui vont pouvoir fonctionner correctement ensemble, plus on va multiplier la puissance. Donc à la limite, à chaque fois qu'on rajoute un qubit, juste un, on fait x2. Donc tu en rajoutes 2 x 4, tu en rajoutes 4 x 16, c'est plus rapide que la loi de Moore. Donc à la limite, si tu doubles le nombre de qubits, tu ne vas pas doubler la puissance, tu vas en fait multiplier la puissance par 2 puissances le nombre de qubits que tu as rajouté. Donc en fait, c'est exponentiel. C'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide. Non, mais ce qui est intéressant, tu verras, on va vous mettre une slide, mais c'est de voir vraiment qu'en effet, des calculs qui mettraient des milliers d'années à résoudre certains problèmes, on va pouvoir réduire à 30 minutes, voire moins, une fois qu'on aura le bon nombre de qubits alignés. Donc c'est hyper intéressant si ça se met à fonctionner. Mais c'est valable que pour certains types d'algorithmes relativement nouveau, et ça ne marche pas pour des algorithmes courants. Ça ne va pas servir pour tout. Alors à quoi va servir justement l'informatique quantique? Quelles sont les matérialisations des usages de cette technologie? On en parle après le jingle. L'informatique quantique, à quoi ça sert? À quoi cela va servir? Que va changer l'informatique quantique demain dans le quotidien? Fanny Olivier, concrètement, donnez-nous des exemples concret. Moi, je pense naturellement à la recherche, notamment la recherche médicale. Qu'est-ce que ça va changer dans ce domaine? Qu'est-ce que ça pourrait changer? L'un des grands usages que les physiciens imaginent pour l'informatique quantique, c'est de simuler le fonctionnement des atomes dans des molécules. Et cette simulation, elle a plein de cas d'usage potentiels pour les chercheurs. Il y en a un premier qui est de simuler en gros des molécules relativement simples, des molécules organiques simples, typiquement pour comprendre comment fonctionne la photosynthèse dans les plantes, comprendre comment on pourrait éventuellement capter le CO2. Pour réduire la pollution. Alors ça, c'est théorique, on n'a pas la solution. Et voir dans un laps de temps peut-être plus grand, plus lointain, une projection beaucoup plus lointaine, de simuler carrément des molécules organiques plus complexes et simuler les éléments du vivant. Donc c'est une gradation qui va commencer, ça commence déjà aujourd'hui avec un D-Wave, avec les premiers ordinateurs quantiques qui sont disponibles, on est capable de simuler des molécules de quelques atomes. Et plus on va augmenter le nombre de qubits, plus on va pouvoir simuler des molécules de plus en plus grosses et résoudre des problèmes de chimie et de pharmacie de plus en plus sophistiqués grâce à ces algorithmes. En fait. Ça va vraiment bouleverser la recherche biologique. C'est en clair, ce que tu es en train de décrire, on pourrait simuler l'évolution d'un cancer, c'est ça concrètement? En théorie, mais là, on n'en est pas encore là parce qu'un cancer, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En tout cas, vraiment pouvoir recréer après des nouvelles races ou des nouvelles molécules de médicaments ou améliorer en tout cas des choses et les tester en fait par calcul avant de le faire in vitro, en réel, sur le déploiement de ces molécules. En fait, il y a une très grosse différence entre l'IA et le quantique parce qu'on mélange souvent les deux. Dans l'IA, souvent, on s'appuie sur les données existantes pour essayer d'en déterminer des patterns, en fait, des formes. Donc, on prend les données, on détecte, par exemple, la manière dont les molécules se comportent les unes avec les autres. Dans le cas du quantique, en fait, on fait de la vraie simulation. C'est-à-dire qu'on simule le fonctionnement des molécules
si la puissance de calcul est là, et donc on observe réellement comment ça fonctionne. Donc c'est 2 approches très différentes. Il y en a une, c'est analyser les données, l'autre, c'est carrément simuler directement avec les lois de la physique. Donc c'est complémentaire en fait. Voilà. Moi, il y a un autre exemple parce que celui-ci est hyper intéressant parce qu'il fait vraiment rêver et que ça pourrait révolutionner la médecine, mais il est très loin de porter pour l'instant dans le temps. Un autre exemple qui est tout bête, c'est actuellement, on a vu les Waze, les Google Maps qui nous permettent d'aller d'un point A à un point B et on se rend bien compte que malgré ça, on a encore des bouchons parce qu'on ne sait pas exactement où sont tous les véhicules en temps réel, comment sont allumés les feux, etc. Pouvoir, avec un ordinateur quantique et certains types d'algos, on pourrait résoudre beaucoup plus des flottes entières dans une ville de véhicules et du coup bien les répartir sur toute la carte et toutes les routes. Juguler le trafic. Et juguler le trafic efficacement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est potentiellement faisable avec le type d'algorithme que ça gère. C'est ce que tu disais, l'optimisation combinatoire, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. En fait, tous les problèmes qui nécessitent de tester plein d'hypothèses sont appropriés à l'ordinateur quantique. Et quasiment et celui-là, il en fait partie. Parce que c'est comme un labyrinthe, il faut choisir tous les chemins possibles pour tous les véhicules. C'est une combinatoire monstrueuse. Un ordinateur classique ne pourra jamais le résoudre. Et en théorie, un ordinateur quantique suffisamment puissant devrait pouvoir résoudre ce type de problème. Donc en résumé, la recherche, les transports, l'organisation, etc. Il y a la finance aussi. Oui. Parce que dans la finance, tu as beaucoup de problèmes d'optimisation. Optimisation de portefeuille, gestion de risque. Dans la logistique, c'est un peu le parallèle du transport. Hein. Tous les problèmes de combinatoire, tous les problèmes d'optimisation. Tout ce qui est supply chain. Tout ça, c'est adapté au quantique. En fait. Mieux comprendre l'univers, j'ai lu. Comment ça ? Mieux comprendre l'univers, c'est-à-dire Je sais pas, j'ai lu ça. T'as lu ça ? Oui, pourquoi pas, mais bon... L'expansion du calcul et l'expansion de l'univers plus précisément, plus loin. Oui. Dans une certaine mesure, oui, parce que comme on simule la physique quantique avec l'ordinateur quantique, on peut essayer de comprendre comment marche la matière à l'échelle nanoscopique. Recréer le Big Bang, c'est ça que tu as de dire ? Recréer, je ne sais pas, mais en tout cas, essayer de comprendre effectivement l'origine de l'univers, pourquoi pas, mais ce n'est pas la seule manière d'y arriver. Tu en parlais tout à l'heure, comprendre aussi le réchauffement climatique, voire carrément tout simplement prévoir peut-être un peu plus finement la météo. C'est possible avec ce type de techno ou pas ? J'y crois pas trop. C'est hyper aléatoire. Il y a beaucoup de paramètres. C'est pas juste du calcul mathématique, parce que tu as des paramètres à rentrer pour le coup. Ouais. On fait ça très bien avec ce qu'on appelle la méthode des éléments finis, qui existe depuis 30 ans, avec les supercalculateurs qui existent aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que l'ordinateur quantique améliore grandement la situation de ce point de vue-là. Par contre, la cryptographie, ça devrait pas mal aider. Alors la crypto, ça c'est un vaste sujet. La sécurité en clair. Voilà, la sécurité. C'est hyper intéressant ce sujet-là, parce que comme dit Olivier, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé quoi, du pompier. Pyromane. Voilà. Le pompier pyromane. En fait, l'ordinateur quantique, c'est le pyromane. Parce que lui, en théorie, il va être capable de casser des clés de cryptographie comme les clés RSA, qui sont théoriquement... qui sont utilisées par plein de gens, hein, qui sont utilisées par nous tous quand on va sur un navigateur sécurisé, SSL. C'est utilisé par tous les processus de paiement en ligne dans le commerce en ligne, et c'est utilisé par la blockchain et par le Bitcoin. Donc ça, et c'est utilisé aussi par les VPN, donc la connexion sécurisée des entreprises. Tout ça, ça repose sur des algorithmes, notamment type RSA, qui reposent sur l'envoi de grands nombres entiers et qui sont impossibles à factoriser en nombre premier, à décomposer en nombre premier. Il se trouve que l'ordinateur quantique, une fois qu'il sera suffisamment puissant, il pourra casser ces clés et donc rendre vulnérables toutes les communications existantes qui sont basées sur des clés publiques. Et l'algorithme qui le permet, qui est l'algo de Shor, existe déjà. Il a déjà été écrit. Sauf que, pour pouvoir faire tourner cet algo de Shor, il faut un nombre de qubits qui est de 100 millions de qubits logiques. Et justement, le nombre que tu donnais tout à l'heure de Google, c'était le nombre de qubits qu'il faudrait pour casser une clé RSA 1024, qui est une des plus courantes aujourd'hui. Mais on peut faire beaucoup de choses avec l'ordinateur quantique avant d'atteindre ce seuil. Alors, une des choses qui est dans l'inconscience populaire autour de l'informatique quantique, c'est l'intelligence artificielle, c'est l'explosion. C'est pour ça, de manière un petit peu putaclic, faut-il avoir peur de l'informatique quantique, parce que c'est vrai que ça pourrait ouvrir de nouveaux horizons en matière d'intelligence artificielle. Qu'en est-il vraiment ? J'ai lu que ça permettait d'entraîner des réseaux neuronaux, d'améliorer le machine learning en général, de créer ce qu'on appelle l'IA forte. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Est-ce qu'en clair, demain, grâce aux ordinateurs quantiques, on aura une intelligence artificielle qui soit un peu plus consciente, qui pourrait ressentir des choses, désirer, juger des choses. Genre un Skynet, quoi. Voilà, genre un Skynet ou un HAL de 2000 ans de l'espace. Et là, ça fait un petit peu peur. C'est ce qui faisait peur, souviens-toi, il y a quelques mois, lors de ces déclarations tonitruantes de Elon Musk, qui craignait beaucoup que cette IA ne soit très nocive à terme pour les humains. Non. Vas-y, développe. Un gros non. Voilà. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que
la capacité à passer d'une IA faible à une IA forte, c'est un sujet très compliqué qui n'est pas résolu aujourd'hui, qui est comment on gère du raisonnement, comment on intègre des logiques déductives et inductives dans une IA. C'est pas une question d'ordinateur quantique, ça c'est une question d'algorithmie, c'est une question de compréhension du fonctionnement de la logique humaine. L'ordinateur quantique dans l'IA, il est potentiellement apporteur d'un gain de puissance pour certains types d'entraînement, de certains types de réseaux de neurones, mais fondamentalement, pour moi, ça ne change pas la donne. C'est-à-dire que l'ordinateur quantique ne va pas réellement rendre possible des choses qui ne le sont pas aujourd'hui. C'est-à-dire que la quasi-totalité des choses qu'on fait aujourd'hui dans les réseaux de neurones, avec des processeurs NVIDIA ou équivalents, pour entraîner des réseaux de neurones, pour de la vision artificielle, pour traiter du langage, on sait le faire aujourd'hui. Et l'ordinateur quantique, il va, dans certains cas de figure, accélérer les traitements, mais à ma connaissance, pour les usages courants d'aujourd'hui, il ne va pas faire passer de l'impossible au possible des cas existants. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec l'irrationnel, avec tout ce qui se crie autour de ça aujourd'hui. Ça ne va pas ni lui donner une conscience, ni lui faire prendre conscience des sentiments de l'humain, etc. C'est ce qu'on s'est simulé avec les cognitive services, tous les services cognitifs qu'on met en place. Donc, s'il vous voit tirer la tronche au sourire, il sait faire la différence. Mais après, ça ne lui dit pas, lui, s'il va être heureux ou pas. C'est des simulations que nous, on va pouvoir mettre dans le code ou pas si on le souhaite. Mais ça reste une décision humaine et de ce qu'on va faire. C'est comme le choix de savoir si on doit faire mourir des gens ou pas en fonction du type d'accident. Skynet, c'est pas pour demain. En tout cas, avec l'informatique quantique. Non, ce ne sera pas l'informatique quantique qui le résoudra. Ouais, et moi, qui suis fan d'Apple, je suis déçu. L'informatique quantique ne va pas améliorer Siri. Donc, il y a encore du boulot du côté de chez Apple. Alors, justement, qui investit dans l'informatique quantique aujourd'hui? Va-t-on assister à une redistribution des cartes au sein des géants de la tech? Quid d'Apple, de la France? Toutes les réponses après vos questions Twitter. Les questions Twitter. Fanny, je crois qu'on a une question. Comment règle-t-on le problème de la décohérence quantique en informatique et à quoi ressemble physiquement une porte quantique? Au secours, c'est des bonnes questions. Rien du tout. Déjà, il faut décrypter la question avant de pouvoir y répondre. Exactement. Alors, on va les prendre un par un. D'abord, on va parler de la fin et puis après du début. Une porte quantique, c'est quoi? C'est une opération qui consiste à modifier l'état d'un qubit. Alors en général, la nature de la porte, elle dépend de la nature du qubit. Si par exemple le qubit est un photon, on le contrôle avec des lasers, des choses comme ça. Et alors que si le qubit est un supraconducteur ou un électron, on va le contrôler avec des micro-ondes en fait à très haute fréquence. Ça dépend. Et comme il y a une bonne dizaine de types de qubits différents, la nature du qubit et la nature des portes qui le contrôlent dépend de chaque type de qubit. Donc en fait, en gros, tu te tapes toute la physique des particules élémentaires et de l'optique pour comprendre comment ça marche. C'est bien, assez tordu, voilà. On a une matérialisation concrète. Ah oui, c'est physique. C'est la physique. Voilà. Et donc c'est la physique des particules. Il y en a même qui appellent ça la physique de la matière condensée. C'est quand l'ordinateur quantique doit fonctionner à une température qui est proche du zéro absolu. On appelle ça la physique de la matière condensée. Elle a des comportements très particuliers, la physique à cette échelle-là. Après, la décohérence. Alors, pourquoi cette personne parle de décohérence? C'est hyper intéressant, la décohérence. C'est très intéressant. La décohérence, en fait, c'est le phénomène qui se produit quand le qubit s'effondre sur lui-même au bout d'un certain temps. En fait, il se trouve que le qubit, il est en état de superposition. Sur lui-même. Je vous explique. Ouais. Le qubit, il est en état de superposition, qui est 0 ou 1. Ouais. Puis, à un moment donné, ça peut être genre au bout de 100 millisecondes, il va s'effondrer sur 0 parce qu'en fait, il interagit avec l'extérieur. D'accord. Et en fait, un qubit, c'est très instable. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la plupart des ordinateurs quantiques, on les met à une température proche du zéro absolu. Ouais, je vais le simplifier tout simplement. C'est imagine que tu vas courir un 100 mètres, mais que tu n'as pas du tout l'endurance du Usain Bolt ni la rapidité en fonction. Voilà. Donc, tu en as qui, au bout de 50 mètres, vont s'effondrer. Voilà. Et puis, il y a des meilleurs qubits qui peuvent atteindre ces fameux 100 mètres. Voilà. Et donc, le problème, et c'est un problème d'informatique, la question est bien posée de ce point de vue-là, c'est que c'est un problème de physique d'abord, et après, ça devient un problème d'informatique. C'est un problème de physique parce que pendant un certain temps, le qubit est stable, on peut travailler dessus, lui appliquer des calculs et des portes quantiques, et au bout d'un certain temps, il s'effondre, on ne peut plus rien faire avec. C'est pour ça qu'il y a ce taux d'erreur que tu dis qu'il y a au départ. Le taux d'erreur, c'est ce qui se passe au niveau de chaque étape et à la mesure, c'est avant. Et donc, le problème que les développeurs rencontrent aujourd'hui, c'est que pendant le laps de temps pendant lequel le qubit est stable, on a le temps de faire des opérations dessus. Et au bout d'un certain temps, il s'écroule. C'est comme si ton laptop, là, il fonctionnait 2 minutes, quoi. Et au bout de 2 minutes, tu peux rien faire. Il faut rebooter. Non, mais genre tout le temps 2 minutes. Ouais. Là, on sait que c'est à peu près sur un ordinateur quantique supraconducteur qui est celui de Google et d'IBM, c'est 100 microsecondes. Ouais, c'est tout et donc, le temps, dedans, pendant ces 100 microsecondes, tu as le temps de faire quelques dizaines à centaines de portes pour faire ton petit calcul, et au bout de ce temps-là, ça s'effondre. Ça veut dire qu'il faut vraiment arriver à faire tous les algorithmes avant que ça s'effondre, sinon tu n'as pas le résultat. Oui. Donc c'est une des grosses problématiques. Comment le règle-t-on, le problème de la décohérence? Pour l'instant, ça va dépendre de la qualité du type de qubit qu'on va choisir. Oui. Et on se rend compte d'ailleurs que
tous les types de qubits, je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder là dans l'émission, mais ces différents types de qubits ne donnent pas la même qualité de décohérence ou de résultats, et qu'il y en a qui sont mieux que d'autres pour faire ça. C'est un problème de physicien. Mais vous étiez quand j'étais au lycée, c'est vous que j'aurais dû avoir comme prof de maths et prof de physique. Oui, on était élèves quand on était au lycée, on n'était pas prof. Non, mais j'aurais bien voulu avoir comme prof quand même. Parce que moi, j'ai découvert ça dans un article de Science et Vie en 96, et c'était à l'époque où il parlait de la première téléportation d'un atome, et ça m'avait fasciné. Je m'étais dit, ça y est, on va se téléporter. Et c'est pour ça que je suis rentrée. Alors, c'est vrai, on va pouvoir se téléporter. C'est le sujet de notre prochaine conférence. Voilà, on vous en reparle après le mois de juin. Tu en parleras en fin d'émission, on peut venir vous voir et découvrir tout ça. On va écouter un petit peu Stéphane qui suit ça avec passion. On a mis en mute. Non, mais c'est très bien. C'est passionnant. C'est très bien. Non, mais c'est vrai que bien là, sûr on est vraiment à la croisée des chemins entre, je dirais, la recherche pure et un petit peu de nous, ce qui nous fait vibrer en tant que geek, un peu de science-fiction aussi quand même, c'est fabuleux. La science-fiction, c'est une chose, mais après, c'est vrai que alors déjà, c'est sûr que quand on entend... Moi, j'ai toujours été un peu gêné par l'expression informatique quantique, c'est-à-dire que on avait tendance à vouloir malheureusement faire un amalgame entre l'informatique, les ordinateurs qu'on connaît, la façon dont ils sont construits, la façon dont on a pensé les algorithmes, etc., alors que c'est pas du tout la même chose. La preuve, dans les quelques minutes qu'on vient d'entendre Olivier et Fanny en parler, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est vrai que le quantique, c'est une autre façon de voir et de faire les choses. Et c'est tellement plus puissant. Et c'est vrai qu'il y a l'autre chose auquel je pensais, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en fait quelque chose de très utile, mais qui dépend de data et de millions de data pour que ça c'est une informatique. Parce que l'intelligence artificielle, on le sait, c'est l'intelligence la plus con au monde. Elle n'a de valeur que quand elle a des millions de data et qui la nourrissent. Et sans ça, ça vaut rien. Le quantique, là, Fanny donnait l'exemple de Waze ou de Google Maps ou d'autres outils de navigation, c'est sûr que ce sera très utile. Mais c'est vrai que quand on pense à l'intelligence artificielle et la santé, qui est déjà une première étape, je pense, très intéressante, parce que au niveau des pré-diagnostics, on aura 100% de réussite et plus maintenant que 2/3, ou en tout cas la nécessité de faire des examens supplémentaires pour confirmer le pré-diagnostic qui aura été fait par le médecin. Quand on imagine aujourd'hui que par exemple qu'il faudrait qu'avec certains algos on pourra détecter près d'1 million de pentones sur des radios ou des échographies de niveau de gris je parle, et on pourra sans aucun problème diagnostiquer, pré-diagnostiquer, voire même guérir des gens, parce qu'en fait on aura pris à un niveau tellement infime de la maladie que même peut-être de l'homéopathie pourrait suffire. J'exagère sur l'homéopathie, bien évidemment. Mais mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'exagère. Mais c'est vrai que on peut même pas imaginer tout ce qu'on pourra faire avec ça, parce que le niveau de calcul et de puissance de l'algorithmie, en tout cas pour moi, ce sera quelque chose qui va révolutionner. Et entendre Olivier et Fanny en parler avec autant de passion, justement, faudrait qu'il y en ait plein de duos comme ceci pour pouvoir justement... mais il faudrait juste Stéphane, tu mets le doigt sur un sujet très important, c'est que c'est un domaine qui est nouveau. C'est un domaine où il va falloir tout réapprendre, et je pense que ça commencera avec les jeunes. C'est un domaine où il y a une opportunité de remettre un peu les pendules à l'heure pour finalement être très créatif et créer des choses nouvelles. Typiquement, quand on prend les algorithmes quantiques, aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui ont été créés en 25 ans, depuis 1994, pardon, et il se trouve qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Et donc, il y a une porte ouverte pour les jeunes notamment, pour créer de nouveaux algorithmes qui vont tirer parti de ça, mais qui nécessitent de penser différemment. Donc, je trouve ça extraordinaire d'avoir un nouveau champ scientifique, un nouveau champ informatique qui donne l'opportunité à des jeunes d'être créatifs et de tout chambouler, quoi. En fait, de créer des solutions à des problèmes complexes qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui. Alors, du futur, on va essayer de se projeter justement. Qui investit dans le quantique aujourd'hui? Quid de la France? Quels sont les grands acteurs qui sont en train de se positionner? Va-t-on voir émerger de nouveaux acteurs mondiaux? On en parle dans ce prochain chapitre. Plusieurs entreprises possèdent un ordinateur ou processeur quantique à l'heure actuelle, c'est dur à dire. On a parlé de Google tout à l'heure, Fanny, Olivier. 72 qubits en partenariat avec la NASA, c'est ça Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Alors vas-y, développe. Google avait été partenaire de la NASA dans le test d'un ordinateur D-Wave qui vient d'une boîte canadienne qui est à ce nom-là, quoi. D-Wave. Et qui est un constructeur. Qui est un constructeur canadien d'ordinateurs quantiques. Ouais. Par ailleurs, Google
a investi lui-même pour créer son propre ordinateur quantique supraconducteur, qui est sur une technologie différente de celle du D-Wave. Et là, ils le font avec la NASA. De toute façon, ça ne marche pas encore. C'est le fameux Bristlecone, si on en parle. Le fameux Bristlecone, qui est la dernière génération, qui s'est annoncée il y a 1 an. En mars 2018. Après, donc Google, qui est un acteur incontournable. IBM, tu en parlais tout à l'heure. Oui, mais je voudrais revenir à la case départ quand même, en fait, il y a pour moi 3 grands types d'acteurs. D'accord. Il y a un premier type d'acteurs qu'il ne faut pas oublier, c'est les laboratoires de recherche publics pour l'essentiel, dans le monde entier. Il y en a en Asie, il y en a en Europe, en France en particulier, il y en a aux États-Unis. CNRS en France notamment. CNRS, CEA, même Normal Sup a des labos qui travaillent là-dessus. Donc dans tous les laboratoires de physique dans le monde, il y a des prototypes d'ordinateurs quantiques qui s'appuient sur des technologies très différentes les unes des autres. Après, il y a effectivement les gros acteurs. On a cité IBM, on a cité Google. Mais pourquoi on les cite ? Parce qu'ils ont des ressources parce qu'ils ont des ressources quasi illimitées, contrairement certes, aux laboratoires. Et de communication. Mais il ne suffit pas d'injecter des milliards de dollars dans le quantique. C'est compliqué. Aussi. Il faut des projets, il faut des compétences. La bataille, c'est un peu comme dans l'IA, c'est plutôt une bataille de compétences. Et les compétences qu'il faut rassembler pour créer un ordinateur quantique, c'est des compétences extrêmement diversifiées, qui associe de la physique, de la thermodynamique, de la physique de la matière condensée, c'est des trucs qui fonctionnent à très basse température, des gens qui savent comment fonctionne un atome et un électron, jusqu'à des logiciens, des gens qui vont créer des algorithmes, des gens qui vont résoudre des problèmes, des gens qui vont créer des systèmes complexes. C'est plein de compétences. Et puis, il y a des startups, il ne faut pas oublier. Alors, D-Wave, c'est la plus ancienne des startups de ce marché-là. Canadienne, créée il y a 20 ans. Mais il y a plein d'autres startups dans le monde, ne serait-ce qu'aux États-Unis. Il y en a une qui est IonQ, qui n'est pas très connue encore en France, qui fait un ordinateur quantique dit à ion piégé. C'est une technique particulière. C'est une startup qui a levé, je crois, 20 millions de dollars ou 60, je ne sais plus. Il y en a une autre qui s'appelle Rigetti. C'est une autre boîte américaine qui est aussi sur une autre filière. Donc, en fait, il y a déjà du monde. Et ce qui est très étonnant dans la filière du quantique, c'est qu'alors que le marché n'existe pas encore, parce que les ordinateurs quantiques qu'on a aujourd'hui, ils sont balbutiants. Ils sont l'équivalent de l'ENIAC en 1944, des premiers ordinateurs les armoires, classiques avec ces armoires. Eh bien, malgré ça, il y a déjà près d'une centaine de startups dans le monde qui sont dans ce champ d'action. On sent bien qu'il y a un enjeu important et qu'il y aura à terme une possible redistribution des cartes parmi ces grands acteurs-là. Potentiellement. Il y a les Chinois aussi qui s'y investissent. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est en fait de se dire qu'on ne sait pas encore complètement. Il n'y a aucun scientifique. On a Maud-Vinet, par exemple, du CEA de Grenoble, du Leti, qui dit clairement, quand on lui dit, elle bosse sur vraiment un type d'ordinateur quantique. Et quand je lui ai posé la question, je fais, mais alors ça va marcher ou pas ? Et elle me dit, je ne sais pas. Mais j'y vais. Et c'est le principe de la recherche. C'est ça qui est hyper intéressant. Sûr du résultat. Exactement. Et il faut savoir que là, on est encore dans la période d'incertitude. C'est pour ça que c'est le moment d'investir et que nous, on milite beaucoup actuellement côté politique, côté grands groupes, etc. C'est de se dire, ne faisons pas la même erreur qu'avec l'IA. N'attendons pas que ça marche pour investir, parce que là, il sera trop tard. Ce sera trop tard parce qu'en effet, les Américains, les Chinois... C'est ça le risque aussi, c'est-à-dire qu'on peut cadenasser c'est pas que les brevets, c'est la rapidité. C'est que il y a un vrai enjeu aussi politique. Il y a un enjeu de souveraineté. C'est que le premier qui va l'avoir, il va pas le vendre tout de suite aux autres parce que ça va lui donner un avantage mondial sur tout un tas de choses. Dans différents domaines, mais potentiellement. Et là, actuellement, nous, par exemple, en France, on a des super chercheurs, on a vraiment des technologies qui sont très avancées, mais on n'a que 1 milliard sur l'Europe qui est distribué. Quand on sait que Alibaba a versé, c'est quoi ? Eux, c'est 17 milliards sur l'IA et le quantique. Oui, enfin c'est un chiffre qui est complètement pipeau, je te le démontrerai un jour. On sait qu'ils mettent... Ils investissent beaucoup. Ils investissent beaucoup. Mais en fait, la réalité... Pour donner un exemple concret sur Pascal Senlar et le CNRS et elle, sa technologie sur les photons, elle a la meilleure source de photons actuellement, mais elle a pu se payer que 8 détecteurs pour ces photons pour monter ces briques de Lego qui vont lui permettre d'assembler son ordinateur. Le Chinois qui bosse sur la même techno, qui n'a pas la meilleure source, parce que lui, il n'est pas arrivé au niveau de Pascal, mais lui, on lui a déjà financé 60 détecteurs et on vient de lui refiler de quoi payer 60 détecteurs. Donc il a 120 détecteurs, là où elle en a 8. En fait, ce que fait Alibaba sur le quantique, c'est qu'il s'appuie sur les travaux de la recherche publique d'une université chinoise qui, elle, a bénéficié d'un investissement sur 10 ans de 10 milliards de dollars. D'accord. Mais donc, Alibaba tout n'est pas attribué pour surfe sur la recherche publique. Mais je pense qu'il n'y aura jamais d'entreprise privée dans le quantique qui pourra se passer de la recherche publique dans le monde entier. Je suis surpris parce que... Pour faire avancer ces travaux. En préparant cette émission, et surtout une émission qu'on devait faire ensemble, qui ne s'est pas faite, parce que des fois, il y a des soucis techniques qui font que l'émission ne sort pas. Et oui, ça arrive. C'est l'émission sur le CES. Souviens-toi, au CES, j'étais surpris, IBM annonce le premier, entre guillemets, super ordinateur quantique commercialisé. Alors, c'est de l'intox.
C'est pas de l'intox, c'est une semi-intox, on va dire. En fait, ils annonçaient qu'ils mettaient dans une boîte en verre l'ordinateur quantique était jusqu'à présent chez eux, dans le cloud, dans un laboratoire de recherche, et ils présentaient ça comme un produit commercial. C'est-à-dire que les clients allaient pouvoir acheter pour les mettre chez eux, pour faire des tests. Ceci étant, c'est un ordinateur de 20 qubits, dont ni la dispo ni le prix n'ont été annoncés. Donc on n'est pas loin du smartphone Fold il y a quelques mois. Quoi. Donc sachant que le prix, le prix de cet ordinateur, s'il est voisin du D-Wave, ça sera compris entre 10 et 20 millions de dollars. D'ailleurs, le problème du prix d'ordinateur, c'est lié à tout ce qu'il y a autour. Parce qu'on met une usine à gaz pour le refroidir, c'est très compliqué, c'est très cher, il y a de l'hélium 3, de l'hélium 4, c'est une usine à gaz compliquée à gérer. Et en fait, ça ne sert à rien. Non mais c'est ça la grosse blague. C'est que les 20 qubits qu'IBM va proposer, ça sert juste à s'entraîner. Mais ils ont déjà la même offre dans le cloud. Ils ont déjà une offre dans le cloud, Alibaba également. Et donc en fait, tu peux très bien utiliser. Tu peux très bien utiliser ton propre laptop, ton Mac ou ton PC. Mon Mac. Oui. Enfin, ça marche dès que tu as quelques gigas de mémoire. Tu peux simuler 20 qubits sur un laptop pour apprendre à programmer. Tu n'as pas besoin d'un ordinateur à 14 millions de dollars pour l'instant. Par contre, le jour où tu passes à 40. Alors, là, il faut une grosse machine. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, mais vraiment de manière candide, disons, mais pourquoi on parle de Google, mais on pourrait citer Microsoft qui est aussi, qui essaye aussi, aussi, Intel qui essaye également. Comment la France, l'Europe, d'abord quels sont les acteurs en France par rapport à ces acteurs qui ont des ressources, on l'a bien compris, qui sont énormes. En France, il n'y a pas encore de start-up. Par contre, il y a des laboratoires de recherche qui font des choses très intéressantes. Alors, on en a vu pas mal, on a vu un peu ce qui se passait. Il y a 2 grands laboratoires au CEA, un à Grenoble, un à Saclay, qui sont sur 2 filières différentes. Il y a au moins 2 à 3 laboratoires au CNRS et il y en a au moins 1 à 2 à Normal Sup. Donc, ça veut dire qu'en France, il y a au moins 5 à 6 filières parallèles. De toutes celles qu'on a vues, celle qui nous semble la plus prometteuse, on peut se tromper, c'est celle de Grenoble, qui est pilotée donc, par Maud Vinet, que Fanny citait tout à l'heure. Il s'appuie sur une technologie qui consisterait à piéger des électrons dans des semi-conducteurs à base de silicium et qui permet potentiellement de créer des ordinateurs quantiques qui auraient des millions de qubits. Ce que Google disait dans ta citation tout à l'heure. Donc ce sont eux qui travaillent en gros sur l'une des filières la plus prometteuse en termes de capacité à traiter un grand nombre de qubits pour pouvoir traiter à scaler, comme on dit, et en plus en s'appuyant sur des techniques de fabrication qu'on maîtrise en France. Alors, ils ont besoin de ressources financières, ces laboratoires publics, et ils n'en ont pas forcément. Ah, mais ils en ont obtenu. Ils en ont obtenu. Il faut savoir 2 choses. L'équipe de Maud Vinet, elle a obtenu 14 millions d'euros d'un appel à projet de l'Union européenne qui s'appelle un ERC. Donc c'est plutôt une force de frappe européenne. Voilà. Il faut savoir que l'ERC, c'est un peu l'équivalent de l'ANR en France. L'ERC, c'est une offre de subvention européenne qui est donnée aux meilleurs chercheurs européens. Et elle a obtenu 14 millions avec une équipe qui associe 4 à 5 labos à Grenoble. Il y a ce qui mélange le CNRS et les CEA. 14 millions, on parlait de milliards tout à l'heure en Chine. Oui. Deuxièmement, elle peut s'appuyer sur les outils du CEA qui sont à Grenoble, avec une unité de fabrication de tests de semi-conducteurs qui coûte 1 milliard d'euros, qui est déjà en place, et les usines de ST Microélectronique qui sont à côté, qui coûtent plusieurs milliards. Donc on a déjà l'outil industriel sur place chez nous en France. Donc il faut maintenant ça, c'est beau. Ouais, donc il faut développer l'éclosion de startups dans ce domaine aujourd'hui maintenant. Probablement. Et l'un des enjeux des années à venir, et c'est ce qu'on a eu l'occasion de dire à différents pouvoirs publics qu'on a pu rencontrer, c'est de créer aussi des startups logicielles. Parce que une fois que l'ordinateur va marcher, c'est le logiciel qui fera la différence, c'est les applications. Quand on regarde aujourd'hui le marché de l'Internet ou le marché du numérique en général, la question c'est qui va être le Microsoft de demain, qui va être le Google de demain dans le quantique, qui va être le Google de la santé du quantique de demain. Et donc il y a de la place à prendre aujourd'hui pour des entrepreneurs qui vont avoir envie de tester des algorithmes nouveaux sur ces machines-là, même si elles sont toutes petites pour l'instant, pour que le jour où les machines fonctionnent à une plus grande échelle, sachant qu'on ne sait pas trop quand ça va marcher, ils soient prêts. Alors, l'approche européenne, elle a tendance, de manière un peu traditionnelle, à sérialiser les problèmes. On fait d'abord le hard, et après on fait le soft. Aux États-Unis, ils ne s'embêtent pas, ils font le hard et ils font le soft en même temps. Comme l'informatique quantique. Et donc en même temps. Et donc c'est très important. C'est très à la mode comme terme aussi. Oui, pareil. Mais il faut absolument que l'industrie française du logiciel travaille en parallèle avec l'industrie du hardware et les laboratoires de recherche pour qu'on soit prêt et qu'on ne se fasse pas dépasser par l'Amérique du Nord si l'ordinateur fonctionne. Parce que nous, on a vu, il y a pas mal de boîtes qui sont déjà en train de faire. En France, c'est vrai qu'on n'a pas peu de startups qui font 2 ou 3, ça. C'est vraiment rien du tout.
Donc allez-y les jeunes, c'est formez-vous, intéressez-vous au quantique, parce que vous n'avez pas forcément les cours dessus, ou en tout cas c'est très succinct. Deuxièmement, il faut des gens qui soient multicartes, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte dans tous les labos, c'est comme ils n'avaient pas eu de formation, ils se sont formés aussi sur le tas, ils se sont intéressés, c'est des gens qui ont souvent des doubles ou triples cursus, ou en tout cas une passion à côté. C'est hyper important d'être hyper ouvert à plusieurs choses maintenant, et pas juste à un seul cursus. Je pense que les jeunes vont former les profs bientôt. C'est pas loin, on en a vu des très doués, des très passionnés. Tu aurais pu être mon prof de physique. Et le modèle de 42 va être tout à fait applicable à l'informatique quantique. Ouais. J'espère. Stéphane, ta réaction de ton côté? Surtout sur le dernier point, sur la formation. J'en parlais un peu avant l'émission à Olivier. C'est vrai qu'il y a un travail d'évangélisation. En fait, je dirais presque même, il y a un mot qui me venait à l'esprit, c'est qu'il faut avoir l'étincelle. Quand on voit tout ce qu'on peut faire et si on peut accumuler tous les exemples, et j'espère que cette émission pourra éventuellement donner cette étincelle aux gens qui ont envie juste de s'intéresser à leur futur, tout simplement, ou s'intéresser un peu à leur passé, parce qu'ils pourront peut-être encore mieux le comprendre grâce au quantique. Mais ce que je peux juste dire, c'est vrai que l'évangélisation est importante, que eux n'ont que 24 heures et 7 jours dans une semaine à consacrer, et encore ils font plein d'autres choses à côté. Il faudrait qu'il y ait plein de duos comme Fanny et Olivier qui puissent évangéliser et encourager tout le monde à le faire. Et c'est vrai que pour moi, c'est un des principaux enjeux à court terme, sachant qu'en plus, là, Fanny et Olivier en parlaient un petit peu. C'est vrai qu'en France, dès qu'on a toujours eu de très bons chercheurs, des gens qui ont été très pointus, sauf que c'était les pays comme les États-Unis en particulier qui allaient nous les chasser et qui donnaient des salaires énormes et qui les recrutaient. On a eu l'exemple là de Leuken qui a été chassé par Facebook, qui a eu l'équivalent du prix Nobel en informatique il y a quelques semaines de cela, voilà. Et c'est un exemple. Et je suis sûr que compte tenu de la qualité de nos écoles, la qualité de nos cabinets de recherche, de nos labos de recherche, et du sujet, je pense qu'on serait normalement, en théorie, un des pays leaders, parce qu'il suffit. Je pense pas qu'il suffit justement uniquement que d'argent. Il faut vraiment qu'il y ait la flamme, du talent. Il faut la flamme et du talent, il faut le garder. Quand même, ça aide. Bien évidemment, parce que il faut des moyens. Mais il faut vraiment que ça parte de l'évangélisation, et j'espère, et je suis très content que cette émission puisse se tenir et qu'elle soit diffusée cette semaine, et qu'on parle d'autre chose que de geekerie, même si on en a parlé un peu en début d'émission. Ouais, mais c'est vraiment essentiel. Bien sûr, non, mais c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, et j'ai vraiment, je pense que vraiment, il y aurait vraiment un truc à faire, et en tout cas dans l'éducation, quand en plus c'est un de mes sujets, comme vous le savez. Mais oui, c'est vrai qu'ils dirigent une école maintenant. On a des projets, hein. on a trouvé de quoi former les jeunes et les plus jeunes encore. Et les très jeunes même. On en reparle, vous savez où vous joindre. Voilà, et puis exactement. Effectivement, il y a des choses à faire certainement ici également à 42 qui se veut aussi en point dans le domaine. Quid du futur maintenant? On est en pleine genèse de cette informatique quantique. On espère qu'elle va éclore. À quelle échelle? Quand va-t-elle éclore? Tu me laisses le faire, Olivier. Vas-y. C'est là, quand on prend une espèce d'échelle des optimistes aux pessimistes, si tu regardes justement chez Microsoft, même si eux, en effet, ils sont le moins avancés, puisqu'ils n'ont pas trouvé, quand ils n'ont pas encore pu démontrer leur fermion de Majorana, qui est leur particule quantique, qui sur le papier est la plus propre, eux, ils sont très optimistes. Ils disent que normalement, d'ici à 5 ans, voire 4 ans, puisque c'était il y a 1 an, on pourrait commencer à avoir des ordinateurs petits, à quelques qubits, mais que ça arrive. Après, dans la majorité des cas, on se rend compte, et ça, c'est plutôt Alain Aspect, qui est le super chercheur qui a prouvé l'intrication quantique. Et ça, c'est pas rien. Hein. Il a donné tort à M. Einstein. Donc, c'est un gars hyper passionnant, respect. Il dit... Voilà, que sur le papier, tout est possible. C'est technologiquement, ça va prendre du temps. Donc, lui, il vise plutôt à 30 ans. Il dit qu'il va falloir encore une trentaine d'années pour arriver à faire un ordinateur quantique. Après, il y a des pessimistes, comme l'Israélien Gil Kalai, qui lui explique et a des écrits, dit que ça n'arrivera jamais, ça ne marchera jamais. Donc, on a toute une palette de gens, de 5 ans à jamais. Mais il faut savoir que, bon,
tout le monde est plus proche de dire qu'il va falloir 20-30 ans avant d'avoir un truc qui va calculer quelque chose utile. En fait, il va se passer la même chose que pour les véhicules autonomes. Il n'y a pas une date précise, genre en 2035, ça va être des paliers. 1er avril, où ça arrive. Elon Musk, ça va arriver il va très, y avoir très en vite, fait un continuum de progrès non-stop dans les 30 années qui viennent. Ça va aller plus ou moins vite, mais ce qu'on sait, c'est que ça fait une vingtaine d'années que ça progresse, et ça progresse régulièrement. On n'aura pas du jour au lendemain un ordinateur à 100 millions de qubits, mais régulièrement, on fera des progrès. Donc, en 2019, on en est à 40-50. Peut-être que dans un an, on sera à 70. Plus tard, on sera à 1000. Et ça prendra du temps, mais ça ne fera que progresser. On va pas régresser, ça fera qu'avancer. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une date précise qui sera la charnière. Pour autant, comme tu disais, Fanny, en préambule... J'ai 2 questions, Olivier. Oui, vas-y, Stéphane. J'avais 2 questions, une pour chacun. Fanny, tu te rappelles la scène finale dans Black Mirror, dans l'épisode sans Junipero? Je sais pas, tu te souviens avec l'histoire des 2 femmes? Oui, tout à fait. Ouais. Je sais pas comment on pourrait illustrer ça, mais vas-y. Non, vas-y. Non, mais on te donnera la séquence. Pas le droit. On n'a pas le droit de la passer, mais allez voir cet épisode. Cet épisode, il est fantastique. Et est-ce que tu crois qu'à la fin, c'est un peu la représentativité de ce que pourrait être le quantique, sachant que ça voudrait dire que nos vies sont programmées d'une certaine manière, ou qu'on peut programmer je sais pas comment on pourrait l'imaginer. Est-ce qu'on va le quantique, c'est une forme de destin, c'est ça que tu veux dire? Non, parce que là, c'est plus comment faire du transhumanisme, c'est comment aller continuer sa vie dans la machine. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans une matrice d'ailleurs? Ça reste une question. Non, honnêtement, le quantique non, puisque justement, c'est pas ça peut résoudre des problèmes très complexes, c'est ce qu'on disait, mais pas se faire de la simulation de vie. Là, on est dans l'interface graphique, donc du coup, on est dans un ordinateur classique plutôt. D'accord. Donc non, cet épisode-là, non. La téléportation, on y reviendra bientôt. Je l'ai oublié celui-là, c'est pas celui qui m'a pu se marquer. Il est parti. Non, mais c'est une très belle histoire en tout cas. Mais non, juste, et Olivier, est-ce que tu penses qu'on peut avoir, comme sur l'intelligence artificielle, plusieurs périodes avec une forme d'hibernation, comme on a pu des moments d'hibernation où l'IA n'a plus été au centre des pensées, des investissements sur le quantique? Je pense pas. C'est binaire la question, donc. Non, mais au sens, qu'est-ce qui pourrait ralentir? La question, c'est qu'est-ce qui pourrait ralentir brutalement? Il faut savoir que une partie de l'origine des hivers quantiques, notamment le premier qui est arrivé dans les années 60, fin 60, début 70, c'était que les gouvernements avaient décidé de couper le sifflet à la recherche publique parce qu'ils sentaient que ça avançait pas assez vite. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une phase d'expansion, en tout cas, puisque et la Chine, et les États-Unis et l'Europe ont décidé d'investir énormément dans le sujet. Donc, on est plutôt dans l'été aujourd'hui en termes d'investissement. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans 5 à 10 ans, après une crise financière, après peut-être des découvertes qui se ralentissent, des progrès qui ralentissent? Peut-être qu'on pourra avoir un hiver, mais pour l'instant, on est plutôt en phase d'été. Ouais, mais on a eu quand même un petit hiver ou un automne, puisque entre les recherches d'Alain Aspect et puis finalement, c'est resté. On en a très peu parlé du quantique. Il y avait eu un peu d'annonce en 96 avec la téléportation de l'atome, puis après on en a pu reparler. Et là, ça y est, ça devient un terme à la mode. Moi, je regarde l'histoire. Premier qubit, ça arrive entre 96 et 2000 à peu près, notamment au CEA à Saclay. Ouais. Ça a progressé régulièrement, suivant presque une loi de Moore exponentielle depuis début 2000. La médiatisation et l'intérêt... il faut faire la part des choses entre la réalité de ce qui sort des labos et après la médiatisation. C'est ça qui est intéressant. La médiatisation, il y a toujours un train qui en cache un autre. L'IA qui cache le train du quantique, et c'est logique puisque l'IA a plus d'applications que le quantique aujourd'hui. Donc moi, je mets de côté le côté médiatisation, je regarde ce qui sort réellement des labos et ce qui marche. Pour l'instant, on est dans une phase de progrès continu depuis une vingtaine d'années et c'est pas en train de s'arrêter. Voilà. Dernière question, tu as un peu répondu en préambule de cette émission, Fanny, mais on va y revenir. Pour autant, même si l'informatique quantique se développe rapidement, elle ne va pas supplanter et faire disparaître l'informatique traditionnelle. Non, clairement, on l'a dit. Alors, on n'a pas vu, on pourra vous mettre ce schéma qui montre comment est composé un ordinateur quantique. Et on voit qu'à l'entrée et à la sortie, déjà, il faut un ordinateur classique pour envoyer et interpréter les résultats. Donc, de toute façon, ça ne peut pas remplacer cette machine-là. Deuxièmement, après, à l'intérieur de ça, donc l'ordinateur quantique, pour l'instant, tu as une espèce d'énorme frigo à différents étages avec différentes températures où on descend à moins 270 degrés. C'est quasiment le 0 degré Kelvin. C'est hyper froid et ça du coup ça demande un énorme frigo qui est de la taille quasiment de ce studio donc qui fait 4 mètres par 4 mètres. Non, il n'est pas grand, mais
Si tu veux, un ordinateur quantique, quand on te dit on va vous faire un smartphone quantique, tant qu'on n'a pas résolu le problème d'arriver à faire des qubits qui n'ont pas besoin d'être réfrigérés à moins de 270. Tu rigoles, mais il y a une start-up américaine qui essaye de le faire. Ça s'appelle Psyquantum, ils veulent le faire. Voilà, ils essayent avec des photons parce que ça n'a pas besoin d'être refroidi. Mais pour l'instant, ils utilisent tous ce fameux frigo qui est énorme et ça rappelle les salles informatiques de moi quand j'étais petite en 78. Même plus. Même avant, tu parlais de l'après-guerre tout à l'heure. Oui, voilà, mais moi en 78, quand j'allais accompagner mon père, c'était 100 mètres carrés pour faire les fiches de paye de Pierre Cardin et les disques durs c'était des vinyles et ça faisait 4 mégas le disque. Ah, c'est le bon temps. C'est drôle. Et quand on voit maintenant que tout ça là, ce petit truc là fait ce qui se faisait dans la salle et de 100 mètres carrés, pourquoi pas? Mais là on est encore dans le domaine du rêve et de la fiction pour l'instant. Il faut aussi que l'informatique traditionnelle a fait des progrès considérables. Donc quand on pense à l'ordinateur qui calculait le pilotage du LEM, comparé à la puissance d'un iPhone aujourd'hui, c'est la préhistoire. Bref. On est arrivé au terme de cette émission qui était, j'espère, vous l'avez trouvée passionnante. On a essayé simplement d'essayer de vous, sous les conseils de Fanny, qui voulait vraiment qu'on fasse une émission là-dessus. Elle avait bien raison. On passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on passe tout de suite à Stéphane qui va commencer en duplex depuis son bureau là-bas du côté du Marais. Dans le Marais, voilà, exactement, dans le Marais. Donc j'ai 2 coups de cœur. Alors comme je le fais de temps en temps, exceptionnellement, je vais pas sur Netflix, on va sur Amazon Prime. Et je vous parle non pas d'une série, mais d'un film qui s'appelle The Upside. Ouais. Et The Upside s'appelle Seconde Chance. Et en fait, c'est le remake américain d'un film formidable français de Toledano Nakache qui était Intouchable et qui est donc le remake américain d'Intouchable, voilà. Et en fait, voyez-le et vous allez faire votre propre opinion. Mais moi, j'étais très content de le voir, mais surtout très content de revoir Intouchable derrière. C'est pas forcément un coup de cœur, en clair. Non, mais c'est bien parce qu'en gros, ça veut dire que c'est Amazon qui a financé un remake d'un succès français, d'un superbe film, voilà, un énorme succès, plus de 20 millions d'entrées, et c'était mérité bien évidemment avec Omar Sy et François Cluzet. Et là, il se trouve que parmi les acteurs, il y a Nicole Kidman, ni plus ni moins quand même. Ah oui, quand même. Ils ont quelques moyens, j'ai vu Amazon, effectivement. Deuxième coup de cœur, Stéphane. C'est en fait le remplaçant de la cuisinière, du micro-ondes et du four avec un appareil qui s'appelle Suvi, qui est pour moi, qui était au CES, je crois, Olivier, je ne sais pas si tu l'as vu, mais qui est un endroit, une sorte de petit bloc qui ressemble à un four classique, qui vaut $800 de mémoire, qui va être livré à partir du mois de juillet et qui permet de façon très intelligente, parce qu'on va lui dire, il va deviner, ou en tout cas, si on utilise certains types de produits en regardant le code barre, il va dire ça c'est du poulet, ça c'est des pâtes, ça c'est ça, etc. Il va nous aider à faire la cuisine. C'est un Thermomix encore plus puissant. Voilà, c'est une sorte de Thermomix. Et tu sais quoi, c'est quelque chose Stéphane, tu as collé Olivier Ezrati. Non, j'en ai vu d'autres des fours Las Vegas, mais celui-là précisément. Ça y est, j'ai gagné ma journée. T'as gagné ta journée. Non, parce que le meilleur four de Las Vegas, c'est le June. Ça vient de New York. Ouais. C'est un four qui a une caméra intégrée, qui est capable de peser tout. Voilà, exactement. Ouais. Non, mais il aime bien les trucs cuisine. Il vient de s'acheter un nouveau robot, donc le lancez pas là-dessus. Justement, c'est mon coup de cœur. Alors, quel est ton coup de cœur, ton côté Mon coup de cœur, je viens d'acheter un nouveau robot pour faire la cuisine, justement. Qu'est-ce que c'est quoi? Ce qu'on appelle un food processor dans le jargon américain. Je me suis acheté un food processor après avoir fait à peu près 2 mois d'enquête d'études de marché. Tu fais pas les choses au hasard. Ah non, mais je fais pas les trucs au hasard. J'ai même emmerdé Fanny pendant nos préparations sur le quantique là-dessus. Et finalement, tu as choisi j'ai choisi un produit de Kenwood qui est le haut de gamme chez eux et qui permet de cuire en remuant ce que tu fais. Alors je fais du risotto, du pudding, du porridge avec. J'ai testé plein de trucs. Et en fait, ça cuit, mais ça malaxe pas, donc ça permet de remuer correctement. Et donc, tu nous as apporté... Oui, je l'ai apporté avec moi, ça pèse 5 kilos, c'est énorme. La boîte est grosse comme ça, il y a plein d'accessoires dedans, et j'ai pas encore tout testé ce qu'on pouvait faire avec, mais j'adore tout ce qui est lié à la cuisine. Quoi. Ouais. Bon. Notre diète préférée, elle a un coup de cœur cette semaine? Moi, j'en ai 2. Le 1, c'est, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir notre première conférence qu'on a fait il y a un an à Web Today sur le quantique, qui s'appelle Le Quantique, c'est fantastique. Ça tombe bien, j'ai pompé. Qui est sur YouTube, vous tapez Quantique, Ezrati, bouton, vous allez trouver tout de suite, c'est la première vidéo qui sortira. Donc voilà, faites-vous plaisir, je suis déguisée en chat Schrödinger, comme ça vous pourrez, c'est pour motiver. Mais on t'a pas tué. Non, on n'a pas tué, et vous verrez pourquoi on tue autre chose. Voilà. Et puis sinon, mon deuxième coup de cœur, c'est Avengers Endgame. Ne donne pas la fin.
je peux pas dire qu'à la fin il meurt. Non, mais non. Bon, non, Avengers Endgame. Pourquoi ? Parce que c'est la fin de 11 ans de films sur tout ce qui est l'univers Marvel, avec 22 films quand même au total. C'est la fin. C'est la fin de ce cycle. Ah, tu me rassures. Non, il y aura un deuxième cycle. Il existe tellement de comics Marvel. Non, mais il existe tellement de comics Marvel qu'il y a largement de quoi faire. On sait déjà qu'il y a un nouveau Spider-Man qui va sortir, qui devrait être le démarrage de la prochaine saga, même si c'est pas encore officiel, on s'en doute. Après, voilà. Pourquoi Avengers Endgame ? Déjà, c'est un extrêmement bon film de divertissement. Les 3 heures, 1 minute, vous ne les verrez pas passer. Parce que j'ai été un peu moins frustré de l'épisode précédent. Oui, mais là... J'étais resté sur ma fin. Ah ouais, non, mais bon. Là, tu vas voir, c'est bien. Il y a une vraie fin, mais il y a plein de choses. Le deuxième truc hyper intéressant, c'est qu'on y parle quantique. Alors, ils avaient déjà commencé dans Ant-Man and the Wasp. Ouais. Mais là, on va vous parler de Max Planck. On va faire... On rigole grassement quand on voit parler de quantique dans les films de science-fiction. Là, pour le coup, vous allez voir, ils vont vous proposer tout un tas de trucs très fictifs qu'on reviendra dessus sur le transport quantique. On vous en parle à Web Today cette année, au mois de juin. À Nantes. À Nantes, comme c'est là où on avait fait notre conf l'année dernière. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils font du vrai name dropping de tous les termes scientifiques du quantique. Et ça, c'est vachement sympa parce que ça va donner aux enfants de comprendre. Ils vont faire Wikipédia en regardant le film. Et par contre, les parents, celui-ci, il est quand même relativement violent. Il y a 2 ou 3 scènes où on a les larmes aux yeux. N'emmenez pas des enfants de moins de 10-12 ans. Je pense qu'il n'est pas conseillé. Ouais, il est un peu dur pour un Marvel. D'amener ma grande fille. Mais je vais y aller quand même. Merci Fanny. J'ai pleuré. Moi, je pleure jamais devant les... Non, je suis une vraie... c'est une catastrophe. De mon côté, mon coup de cœur, regardez, c'est d'abord les contributeurs dans Refait le Mac. Vous savez qu'on a fait une opération de crowdfunding il y a quelques semaines, quelques mois, et grâce à vous, on a pu équiper ce studio régulièrement. Les contributeurs viennent nous voir et ils sont aujourd'hui en train de suivre l'enregistrement en régie. Et puis Serge nous a apporté un joli mug, tout simplement. Regardez, il s'appelle Fink Alsacien. Alors c'est mon rêve, mes 2 choses préférées, la pomme d'Apple et un bretzel. Voilà, c'était simplement adorable de nous avoir fait ce petit cadeau. Et comment elle s'appelle la boîte, Serge, qui fait ça ? Vas-y, dis-le. Tu as dit ? Bretzel Airlines, ils sont en ligne. Voilà le logo, allez voir, c'est assez étonnant. Voilà, je suis fan. Merci encore, Serge, c'était très sympa. On est arrivé au terme de ce 300, allez, si je ne me trompe pas, 32e épisode, comme le temps passe. Dans Refait le Mac, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, vous allez revenir. On va parler de Netflix la semaine prochaine, il faut venir. Je ne sais plus ce que je fais. Pourquoi pas peut-être, mais d'Italie. Ah bah écoute. Devant une assiette de pasta, peut-être. Stéphane, Netflix, c'est ta grande passion. Oui. Bon, on parlera de Netflix, vous allez voir, et justement les arguments de Netflix aujourd'hui. Est-ce qu'Apple a vraiment des réelles chances de s'imposer avec son service Apple TV+, on en parle de la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à vous abonner à nos chaînes sur YouTube, à glisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Encore merci pour votre fidélité. Au revoir, à bientôt.